Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. L'injustice est le caractère d'une personne ou d'une chose qui manque de justice. Selon le dictionnaire Le Robert, la justice est l'appréciation, la reconnaissance et le respect des droits et du mérite de chacun. Ainsi, la personne qui souffre de la blessure d'injustice ou du sentiment d'injustice se sent maltraitée, se sent dévalorisée. Elle peut également considérer recevoir plus que ce qu'elle croit mériter, car l'injustice va dans les deux sens. Croire que l'on ne reçoit pas assez ou alors croire que l'on reçoit un peu trop. Face à ce sentiment d'injustice, la personne va se couper de ses ressentis, croyant ainsi s'épargner de la souffrance. Et pourtant, plus on a peur de quelque chose, plus on l'évite ou plus on l'attire. Selon certains thérapeutes, la blessure d'injustice s'éveille au moment de l'individualité de l'enfant, c'est-à-dire entre 4 et 6 ans, et lorsqu'il prend conscience qu'il est un humain à part entière. L'enfant croit qu'on l'apprécie davantage pour ce qu'il fait plutôt que pour ce qu'il est. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est ce qu'il ressent. Face à ce sentiment d'injustice, l'enfant va se couper petit à petit de ce qu'il est, de ce qu'il ressent, de ses besoins pour se conformer à un idéal qu'il croit qu'on attend de lui afin de se sentir d'être digne d'aimer. Les blessures émotionnelles, arrêt majeur sur l'injustice. Dame Dimo, pour ceux qui sont déshabitués de ce programme depuis un certain temps, elle est encore là aujourd'hui. Dame Dimo, née Barbara Ekoto, elle est entrepreneur, coach familial et spécialiste de la santé mentale. Et comme j'ai l'habitude de le dire, elle est soucieuse du bien-être des personnes et surtout de leur santé mentale. Elle est des nôtres pour l'épisode 4 de cette série consacrée aux blessures émotionnelles en famille. Bienvenue sur Fina Family, Dame Dimo. Les auditeurs de ABK Radio et moi sommes très heureux de vous avoir encore ce jour dans cette émission. Merci Sidonie. Merci Sidonie et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour à tous ceux qui sont à la technique et autres. William Cholek. Ensemble. je vous ai pris un tout petit peu au dépourvu parce que là, vous n'avez pas encore eu le temps de souffler. Pas de souci. Mais ça va aller. Nous allons avoir une petite respiration musicale dans très peu de temps et cela va vous permettre de souffler un tout petit peu. William Cholek assure la mise en onde de ce programme.
Merci de nous rejoindre sur ABK Radio. Bienvenue à l'écoute de cette autre édition de l'émission Fina Family qui, depuis quelques semaines déjà, consacre ses différentes éditions aux différentes blessures de l'âme. Nous avons parlé de la blessure de l'abandon. Nous avons parlé de la blessure de l'humiliation. Aujourd'hui, nous parlons d'une autre blessure, celle de l'injustice. Et très prochainement, nous aborderons une autre blessure. Il s'agira de parler de cette blessure qu'est le rejet, surtout en famille, parce qu'on met beaucoup plus l'accent sur la famille, même si on essaye de toucher les autres aspects de la vie qui pourraient être le couple ou alors le domaine professionnel. Dame Dimo, vous êtes encore là aujourd'hui pour parler avec nous d'un autre épisode, je vais dire ça comme ça, de cette série consacrée aux différentes blessures. Comment définissez-vous la blessure de l'injustice? Alors, je voudrais signifier tout d'abord, saluer à nouveau tous nos auditeurs qui nous écoutent, et signifier que la blessure de l'injustice, c'est déjà une blessure émotionnelle. Et qui dit blessure émotionnelle dit choc qu'on a ressenti à un moment particulier de sa vie et qui a des conséquences, en fait, dans notre réaction face à tout ce qui nous arrive à l'âge adulte. Généralement, le choc commence dans l'enfance, la plupart du temps, et est réactivé. En fait, la blessure est réactivée tout le long de l'existence jusqu'à ce qu'on arrive à guérir de cette blessure-là. Et la blessure de l'injustice n'est pas du reste. Comme on l'entend, la blessure de l'injustice, c'est simplement cette blessure que quelqu'un a lorsqu'il a l'impression de ne pas être compris, de ne pas être considéré à sa juste valeur, de ne pas être traité au niveau où il devait être traité, d'être dévalorisé par rapport à qui il est effectivement. C'est typiquement la blessure de l'injustice, de ne pas être à sa valeur, de ne pas être traité à sa juste valeur, ou alors de ne pas être considéré pour ce qu'on est en réalité. Mais il s'agit effectivement d'un vrai choc émotionnel, pas un instant T où on a subi quelque chose et puis on se dit oui, vous m'avez pas traité comme je voulais et puis on se dit non, j'ai la blessure de l'injustice. Non, parce que la blessure de l'injustice en elle-même se présente avec d'autres caractéristiques que nous allons effectivement voir aujourd'hui. Oui, il faut dire que nous avons parlé de la blessure émotionnelle qui était l'abandon, on a parlé de la trahison, on a parlé de l'humiliation. Qu'est-ce qui fait la différence entre la blessure émotionnelle de l'humiliation et la blessure de l'injustice? On a l'impression que les deux pourraient se retrouver quelque part. Il y a beaucoup de différences. La blessure de l'humiliation, la personne qui a subi la blessure de l'humiliation a tendance à se retirer complètement, ce qui n'est pas du tout le cas de la personne qui a subi la blessure de l'injustice. L'humiliation, c'est vraiment la personne qui n'arrive plus à parler, qui n'arrive plus à être elle-même, qui se sent diminuée, qui se sent rabaissée à tout moment. Et qui n'arrive pas par elle-même à prendre les devants et à être au top de sa forme. La blessure de l'injustice se comporte différemment. La personne qui a la blessure de l'injustice va même au contraire montrer une assurance. Elle va montrer une assurance, bien que quand on fouille au fond, la personne a des problèmes à l'intérieur, mais elle va montrer une certaine assurance, une certaine suffisance, et la personne va se battre pour avoir le contrôle de la situation, contrairement à la personne qui est dans la blessure de l'humiliation. Elle va vraiment essayer de contrôler la situation, d'être au-dessus de toutes les situations, de se contrôler elle-même, de contrôler comment les choses se passent, d'être tellement perfectionniste qu'il n'y a rien à redire de son travail, etc. Contrairement vraiment à la blessure de l'humiliation où la personne n'aura pas du tout envie de faire ça, n'aura pas de force d'aller se montrer de la sorte. Dame Dimo, comment est-ce qu'on diagnostique une blessure d'injustice? Effectivement, la blessure d'injustice, il y a un masque qui est porté par les gens qui ont la blessure de l'injustice. Et ce masque, c'est le masque, je vais appeler ça plus simplement de la rigidité. On va appeler ça comme ça. C'est que ça vient d'où déjà? Lorsqu'on a subi la blessure de l'injustice, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans son enfance, par exemple, on a des parents qui sont trop durs, qui sont très sévères, qui n'arrivent pas
et comme beaucoup de nos parents africains étaient, je vois que ça s'estompe un peu, mais il y a des parents qui étaient tellement durs et qui ne donnaient pas d'affection pour rien, on va dire ça comme ça. Sûr, oui. Il fallait mériter, il fallait travailler dur, il y avait des exigences très très importantes pour obtenir ne serait-ce que un compliment, parce que je ne vais même pas loin jusqu'à parler d'amour et de tendresse et de tout ça. C'était vraiment... l'enfant avait juste besoin de devenir l'image de ce que le parent voulait pour pouvoir recevoir quelque chose. Et comme c'est difficile, en fait, d'atteindre l'idéal des parents quand on est petit, on a beau essayer de faire ça, il faut faire encore ça. Tout à fait. On a beau essayer de faire ça encore et il faut aller un peu plus loin. Oui. Ça fait que l'idéal est tellement élevé que l'enfant finit par se rendre compte à un moment que peut-être qu'il n'atteindra pas cet idéal-là. Oui. Et la blessure de l'injustice commence à se poser en place. Parfois, l'enfant, il y a des comparaisons entre des enfants dans la maison ou des choses comme ça qui font que l'enfant commence à se dire de toutes les façons, quel que soit ce que je fais, je ne serai jamais à la hauteur. Et là, tout commence. Oui. Et vous allez voir cette personne qui se déconnecte de ses sentiments petit à petit. Oui. Se déconnecter de ses sentiments, c'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire la personne ne sait plus ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Oui. La personne commence simplement à se mettre en mode pilotage automatique pour faire ce que vous attendez d'elle. C'est-à-dire que la personne devient juste comme une sorte de robot qui exécute tout ce qu'il faut pour atteindre les objectifs que le parent fixe. Oui. C'est-à-dire que ça devient quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il veut lui, qui ne sait plus tenir compte de ses besoins, mais qui fait tout pour être le modèle exact que la société, en fait, que ses parents lui proposent. Sauf que, comme on parlait de diagnostic tout à l'heure, lorsqu'on voit quelqu'un qui est assez rigide, qui a une certaine rigidité parfois mentale, parce qu'il y a la rigidité mentale qui se met en place, cette déconnexion émotionnelle-là de la personne qui perd même souvent de l'empathie, qui devient très froide. Oui. Ce type de personne a une froideur mais que vous n'avez pas idée. Ce sont des gens qui vous allez le traiter de personnes insensibles. Insensibles. Mais vous ne comprendrez pas que ce sont des personnes en fait qui ont subi des blessures d'injustice. Ce sont des gens qui ont subi des blessures d'injustice. Elles sont tellement insensibles que, et la raison c'est un peu ce qu'on disait, c'est qu'elles ont déconnecté leur propre ressenti pour pouvoir être à la hauteur de ce que le parent a demandé devant et après. Oui. Mais après, il y a d'autres choses qui se passent en cette personne. Non seulement cette personne devient froide, et ceux qui sont autour peuvent avoir l'impression que c'est un morceau de glace. Et pourtant, tout au fond, ce sont des gens, quand ils sont proches des gens, on finit par découvrir quelqu'un d'autre. Oui. Mais qui sont vraiment froids, qui sont très rigoureux. Oui. Ce sont des gens qui ont une rigueur qui dépasse l'entendement. Oui. C'est bizarre parce que ce type de personnes réussit dans la société. Oui. Vous allez voir des personnes qui ont été victimes d'injustice. Ah oui, il y en a qui réussissent vraiment parce qu'ils ont tellement une rigueur, ils ont tellement une perfection, une recherche, un perfectionnisme qui est au-delà de ce qui devrait être normal. Oui. Ils vont passer 10 heures de temps à regarder que la virgule, etc., etc. Et tout ça, ça vient d'où? C'est que le subconscient se dit, il faut que ce soit parfait pour que tu sois approuvé. Oui. C'est une façon pour le subconscient de dire, OK, dès que tu vas atteindre cette hauteur-là, enfin, tu seras accepté par ce parent ou par cette figure. Ils ont été formatés comme ça depuis le bas âge. Ils deviennent des mini-robots. Oui. Ils ne ressentent pas beaucoup. Oui. Et ils sont très durs, mais très concentrés sur le travail, très perfectionnistes, un peu trop, d'ailleurs, trop parfaits, trop ceci, et très contrôlants. Ils se contrôlent. Ils font beaucoup d'efforts de contrôle. Ils contrôlent ce qui sort de leur bouche, ils contrôlent le comportement qu'ils vont avoir, ils contrôlent tout et tout. Ils sont très sensibles à leur image, ils sont très contrôlants. Donc, en fait, certaines personnes qu'on traite aujourd'hui de charismatiques peuvent être des anciens blessés, en fait, des personnes sur fond de blessures, d'injustice, par exemple. Exactement. Des personnes, c'est pas tous, mais beaucoup sont des gens qui ont eu des parents très durs. Oui. Et lorsque votre parent est très dur et que vous avez tout fait pour que votre parent soit fier de vous, et que jusque-là, il fallait continuer à faire. Souvent, vous développez ça. Vous développez cette attitude de froid, de fermé, de quelqu'un qui est très rigide et finalement souvent borné même.
même en entreprise, on trouve ce genre de personnes. Oui. Personnes qui sont assez bornées, assez carrées, assez... Oui. C'est difficile d'avoir une très belle conversation avec cette personne parce que ce que la personne a dit, il faut que ça se passe comme ça. Ce sont les personnes qui sont assez... voilà, dans un elles carré. Elles ne sont pas flexibles, elles ne sont pas ouvertes à d'autres propositions. Lorsqu'elles ont dit, on s'aligne. On s'aligne. En fait, c'est comme ça que peut-être le parent était lorsqu'ils étaient petits, quand le parent disait, il fallait faire comme le parent a dit. Et Dieu merci, aujourd'hui, on trouve des parents qui sont différents de ceux d'avant, mais ceux d'avant pensaient pouvoir bien faire. Lorsqu'ils étaient assez exigeants et assez fermes avec les enfants, ils ne pensaient pas qu'ils créaient chez ces enfants-là de blessures, d'injustice. Après, il faut quand même qu'on soit clair avec tous nos auditeurs. Ce n'est la rigidité avec un enfant. Je veux dire que éduquer son enfant, lui donner un cadre, ça n'a rien de mauvais. Oui. C'est que cet excès de rigueur avec des objectifs non atteignables, là, c'est compliqué. Oui. Mais être rigoureux à la maison, effectivement, ça n'a pas de problème. Mais effectivement, ses parents le faisaient. Il faut savoir que la blessure, spécifiquement d'injustice, est comme transmissible. Oui. Parce que le parent va se comporter d'une certaine façon et l'enfant va reproduire ça d'une certaine façon. Et c'est vraiment l'une des blessures qui est comme transmissible, on va dire, de parents à enfants, effectivement. Ils ne savaient pas qu'ils le faisaient. Eux, ils le faisaient parce qu'ils avaient récupéré une information de leurs parents aussi. Et puis, il y a une lignée de personnes qui ne savent pas donner l'amour. Vous allez aller dans certaines régions de notre pays, beaucoup de gens comme ça sont assez froides, assez rigides, ne touchent pas leur enfant, ne donnent pas de compliments, ne disent pas « je t'aime », sont carrés, etc. Et l'enfant grandit comme ça. Ça a quand même des côtés difficiles. Parce qu'il ne faut pas que voir, oui, il peut trouver le travail, etc. Mais cette rigidité, cette rigueur et cet excès de quelque chose-là, ce trop-plein de quelque chose, est très difficile à vivre dans la vie de tous les jours, socialement, très difficile à vivre pour le conjoint et c'est très difficile à vivre souvent pour des enfants qui reproduisent. C'est une génération de personnes. Oui, parce que aujourd'hui, on peut nous-mêmes nous dire c'est comme ça que nous avons été éduqués. Nous avons été éduqués peut-être à aller au champ, à rester peut-être pendant des heures sans manger, pas parce qu'il n'y a pas à manger, mais simplement parce qu'on se disait il faut former l'enfant, à lui enseigner que la vie n'est pas facile, lui montrer en fait les différentes difficultés que la vie pourrait avoir. Et aujourd'hui, on apprend que tout cela a peut-être eu... En fait, ça nous a forgé aussi, Dame Dimo, parce qu'aujourd'hui, on peut dire quand même que ça nous a forgé, parce que... ou alors, nous avons des blessures que nous gardons en nous sans toutefois en être conscients. Les blessures, c'est comme des blessures physiques. Oui. Il y a des blessures physiques qui guérissent sans passer par un médecin. Oui. Les blessures émotionnelles sont pareilles que des blessures physiques. Lorsque la blessure, vous pouvez avoir été éduqué par quelqu'un de difficile, etc. Et bon, après, quand vous devenez un adulte, vous faites la part des choses. Oui. Mais il y en a qui ont du mal à faire la part des choses et c'est eux qui sont les plus atteints. L'éducation qui a été donnée, une rigidité, bon, on va dire que ça fait partie de notre environnement. C'est propre à l'Afrique, mais ça a ses conséquences. C'est-à-dire que tout ce qui est poussé un peu trop crée forcément des réactions chez l'être humain qui peuvent être difficiles. Vous voyez, quand quelqu'un accumule beaucoup de rancœur, beaucoup de dureté, beaucoup d'excès de ceci, il finit par développer un certain type de comportement, un certain type de problème. On le verra dans sa sexualité, dans sa famille, à développer un certain type de problème. Il n'est pas la meilleure version. Voilà, la personne n'est pas la meilleure version d'elle-même. Elle pourrait être mieux. Si elle passe sur cette terre et qu'elle a un 6 sur 10, elle aurait pu avoir un 8 sur 10. Mais elle vivra. Si on avait procédé autrement. Si on avait procédé autrement. Ou si elle avait pris conscience de cette blessure et qu'elle avait travaillé un petit peu sur elle. Oui, c'est vrai quand même qu'on a souffert de beaucoup de blessures lorsqu'on était tout petit, parce qu'au-delà d'avoir cette fermeté des parents dans les maisons, lorsqu'on se retrouvait à l'école, c'était encore plus difficile avec ces enseignants qui étaient très exigeants, avec le fouet qui était pratiquement brandi tous les jours pour ceux qui n'étaient pas capables de réciter la table de multiplication avant de faire leur entrée dans la salle de classe. C'était compliqué pour ceux qui pouvaient être chicotés tous les vendredis lors des contrôles, parce qu'à l'époque aussi, il y avait ces contrôles-là et puis il y avait la dictée. Lorsqu'elle avait été préparée, c'était très grave parce que lorsque vous aviez des fautes, c'était autant de fautes
autant de coups, c'était assez compliqué. Et puis bon, après, il y en a aussi qui ont abandonné l'école à cause de ce fouet, à cause de cette fermeté, à cause de ce côté sévère que les enseignants avaient dans les établissements scolaires, et on ne comprenait pas très bien que... Oui. Et puis je veux ajouter quelque chose à ça. Il faut se dire qu'un enfant a besoin de tendresse et d'amour. Oui. C'est ça qu'il ne faut pas ausculter. Oui. Lorsque vous éduquez quelqu'un dans la dureté et qui n'a jamais reçu ne serait-ce qu'une tendresse, et que pour avoir la tendresse, il faut se battre et se battre et se battre comme un fou, vous exposez quand même cet enfant à un certain nombre de choses. J'ai connu un enfant qui est aujourd'hui à l'université. Il avait eu cette rigueur-là, c'était vraiment très très difficile. Et il est tombé sur un jeune homme qui le comprenait, qui lui donnait un peu de tendresse ici au Cameroun. Oui. Et il a fini par devenir homosexuel. Oh là là. Mais c'est vrai, c'est parce que sa famille était trop dure. Sa famille, c'était la seule personne qu'il a rencontrée qui lui donnait de l'amour. Le comprenait. Le gars lui disait, oh écoute, vraiment, je te comprends. Tu as besoin, et lui parlait avec tendresse. Enfin, il a profité de ce côté vulnérable pour le désorienter. Exactement. Oui. Les enfants ont quand même besoin d'affection. Il ne faut jamais faire fi de ça. Vous pouvez être dur, vous pouvez avoir une main de fer dans un gant de velours. Quand même, il faut que l'enfant ressente que vous l'aimez. Oui. Si l'enfant ne se sent pas aimé, si l'enfant estime que, justement, pour que vous l'aimiez, il faut qu'il soit à la hauteur, l'enfant peut faire... Moi, j'ai une autre cliente au Canada, elle a vécu comme ça, durement, et puis elle a commencé à enchaîner des mariages et des mariages. Elle a fait 3 mariages, où elle essayait toujours d'être rigide. Je vais vous expliquer ce qui se passe un peu là, avec l'amour de ceux qui ont cette blessure-là. En fait, ils ont l'impression qu'il faut faire des choses pour mériter l'amour. Oui. Je fais ci, je finis par être aimé parce que j'ai fait un ensemble de choses. Oui. Et quand ils vont se marier, ils font si. En attendant d'avoir l'amour en retour. D'avoir l'amour en retour, en tout cas, de recevoir un peu d'amour en retour. Oui. Mais la personne qui est en face, il faut savoir que sainement, l'amour, généralement, l'amour, c'est pas un mérite. C'est qu'on choisit d'aimer quelqu'un. On aime quelqu'un avec tous ses défauts. On déifie même les défauts de la personne, etc. Oui. Mais quand vous commencez à faire ça pour qu'on vous aime, vous voyez, c'est un problème. Et il y a l'histoire de cette dame, elle est en France, j'ai tellement d'histoires. Elle a épousé un monsieur, ils se sont mariés, ils ont fait 10 ans de mariage. Oui. Et ils étaient 2 chrétiens, eux vraiment c'était dans le cadre de la chrétienté. Et la femme qui a eu une enfance un peu comme celle qu'on raconte, elle faisait tout pour attirer l'attention de son père, il y avait beaucoup d'autres enfants. Oui. Il n'avait pas vraiment son temps. Oui. Elle a tellement fait ça de toute sa vie que quand elle est allée se marier, elle a commencé à tout faire. Je lave les assiettes, je fais ceci pour qu'il m'aime. Oui. Et lui, il regardait, il ne comprenait pas ce qui se passait. C'est-à-dire qu'elle n'était pas elle-même. La magie de l'amour, c'est cette spontanéité, ce naturel. Mais elle était, je dois faire ceci. Réglée comme une horloge. Et lui, il la regardait et il n'arrivait pas à l'aimer. Oui. Et après 10 ans de mariage, un jour, il lui a dit, tu sais, je ne t'aime pas du tout. Et la femme... Il lui a dit ça comme ça. Il lui a dit ça comme ça. C'est brutal quand même. C'est brutal. Oui. Je ne t'aime pas du tout. Et la dame était juste... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai fait tout ce qu'il faut pour qu'on m'aime. Oui. Puisque pour elle, c'est l'ensemble de ce que je fais qui entraîne l'amour. Et lui, il a dit, tu aurais beau faire toutes ces choses que je ne t'aimerais toujours pas. Et là, elle a fait une grosse dépression parce qu'elle s'est dit... Si tout ce que je fais ne produit pas l'amour, en fait, j'aime comment, ça se passe comment. Elle a complètement remis tout son système de pensée en branle. Et elle est repartie vers Dieu. C'est une histoire vraie. Oui. Elle a dit à Dieu, pour ceux qui sont chrétiens, elle a parlé à Dieu en disant... toi là, je pense que je ne t'aime pas, ou alors tu ne m'aimes pas parce que moi je fais tout. C'était une religieuse, je fais ça. J'étais une femme soumise, j'ai bien tenu mon foyer. À la fin, je fais ceci. Et qu'est-ce qui m'arrive? Je pense que toi également. Donc même l'amour de Dieu, elle essayait d'acheter par tout son comportement. Oui. À un moment, elle a dû lâcher. Elle a dû lâcher du lest et se rendre compte que l'amour, ce n'est pas les œuvres qui amènent quelqu'un à t'aimer. En fait, la personne t'aime
d'abord, et la personne a envie de te faire du bien, pas parce que tu fais toutes ces choses, mais simplement parce que c'est comme ça. L'amour ne s'explique pas. L'amour c'est-à-dire que c'est tu choisis d'aimer. Ça vient comme ça vous surprend même quelquefois. Ça renverse beaucoup de gens, c'est le plus beau sentiment du monde. Et voilà, mais c'est pas le fruit de j'ai fait à manger, j'ai fait ceci, quoique, mais être dans cette configuration-là, ça n'aide pas les personnes. Quand elle a lâché du lest, quand elle a compris que tout ça, c'est rien du tout, elle est devenue heureuse. On dirait qu'elle avait porté un poids toute sa vie. Et puis, elle a laissé, elle est devenue elle-même et voilà. Et aujourd'hui, c'est une personne magnifique. Oui, c'est une personne magnifique. Et puis, c'est avec cette phrase magnifique également que nous marquons une petite pause pour nous retrouver juste quelques secondes après. L'eau sont frais, c'est frais. Comme moi, paye ta facture Kamwata avec MTN Momo sans gérer les frais. Compose étoile 126 dièse, puis tape 2. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Retour dans ce studio avec vous, Dame Dimo. On parle de ces spécialistes comme vous qui vont jusqu'à dire que les personnes souffrant de blessures de l'injustice peuvent avoir des difficultés dans leur sexualité. Vous en avez parlé il y a de cela quelques instants. Comment est-ce que cela peut s'expliquer? Ah oui, parce que les personnes qui ont la blessure de l'injustice sont assez rigides et n'arrivent pas à se lâcher. Oui. Ça, c'est l'une des principales choses, c'est qu'elles n'arrivent pas à se lâcher et donc à jouir proprement du rapport sexuel. Elles sont tellement dans le contrôle que même dans leur intimité, elles ont besoin de contrôler, de vérifier. Les plus bons moments, c'est quand on ne réfléchit pas. Tout à fait. Et on se laisse aller, Elles ont du mal. La partie laisser aller, c'est la partie que la personne qui a subi l'injustice ne sait pas faire. Se laisser aller. Et ça, c'est pour tous les aspects de sa vie. Il y a une caractéristique aussi que je voudrais dire. La personne qui a subi la blessure de l'injustice, outre de ne pas pouvoir se lâcher en sexualité, et ça peut faire souffrir son conjoint. Et également, souvent... ça vient de m'échapper ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais en sexualité, il faut le dire, on a besoin de spontanéité, on a besoin de pouvoir arriver à ce moment-là, organiser quelque chose, ne pas planifier et tout ça. Ça doit être spontané. Mais quand on arrive, on a le contrôle, couche-toi comme ça et fais ceci, on enlève les habits, on plie d'une certaine façon, et puis c'est moi qui dois monter, et puis, enfin... En fait, rien n'est, justement, il faudrait quand même, tout doit être programmé, tout doit être calibré, etc. Et puis, on a même chronométré tout. Et les femmes qui ont souvent ce type de mari, elles se lassent aussi souvent facilement en amour, en sexualité. Parce que c'est souvent assez monotone aussi, c'est souvent trop organisé. Elles vont dire à leur mari, mais... faisons autre chose, sortons un peu des petites folies, des petites folies, et l'homme lui va dire non. Il se dit, mais ma femme, peut-être elle allait essayer quelque chose dehors. Et pourtant, c'est vraiment cette conventionnalisme, tout ça qu'il faut souvent parfois améliorer. Dame Dimo, le syndrome de Calimero est confondu à la blessure de l'injustice. Déjà, avant de parler de la différence qu'il pourrait y avoir entre les deux, c'est quoi déjà le syndrome de Calimero? Oui, le syndrome de Calimero, c'est aptitude, disons, ce que cette personne a, le malade, le patient a de vouloir absolument se plaindre de tout. C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir subi beaucoup d'injustices dans sa vie et qui estime qui se victimise totalement. Toujours. C'est-à-dire que la personne est dans une plainte constante. Et la personne passe sa vie à dire ben oui, je ne mérite pas ça, il y a 10 ans on m'avait fait ceci et puis je suis toujours comme ça. C'est bien de se plaindre, mais se plaindre tout le temps, ça devient embarrassant, etc. Donc la différence entre la blessure de l'injustice et le syndrome de Calimero,
Il faut dire que beaucoup de personnes joignent. Les gens estiment que les deux sont ensemble. Moi, je sépare ça. Oui. La blessure, le syndrome de Calimero va plus loin pour moi que la blessure de l'injustice parce que la personne devient tellement une source de plainte qu'elle éloigne ceux qui pouvaient être autour d'elle. Elle ne dégage que des ondes négatives. Elle se plaint tout le temps. Oui. Et les gens commencent à être fatigués d'être avec elle parce que chaque fois que vous allez vous asseoir à côté de cette personne, elle va vous attrister et vous rappeler tout ce qu'on lui avait fait dans le passé. Oui. Vous rappeler que c'est elle la victime et être dans la victimisation constante, ça ne permet pas d'évoluer dans la vie. Oui. Et ça fait que cette personne est vraiment une source difficile. Et quand les gens s'éloignent, c'est une autre source de plainte. Oui, personne ne veut rester avec moi. Je suis seule, tout le monde m'a abandonné. Mais en fait, c'est parce que vous êtes, si vous êtes dans ce cas, c'est que vous vous plaignez trop. Vous êtes dans une sorte de syndrome où vous passez toute votre vie à être victime. Et je voudrais envoyer un mot à toutes ces personnes qui sont tout le temps dans les plaintes de tout. Sachez qu'il y en a qui ont eu des problèmes plus durs que vous. Il y en a qui ont eu des difficultés encore plus grandes que les vôtres, mais qui se sont levés et qui ont décidé d'avancer. À chaque fois que vous allez être victime, vous allez attirer des prédateurs. Ou alors, on va vous fuir. Je veux dire que si vous êtes tout le temps la victime, personne n'a envie de vivre avec une victime. C'est clair. Je dis qu'on a besoin que vous abandonniez votre passé, vos souffrances. Oui, vous avez vécu ça. D'autres ont vécu pire. Si vous restez assis sur le sol, écoute, les autres avancent. Et on vous laisse, on avance avec ceux qui sont capables de se relever, qui ont une belle résilience et qui reçoivent les coups et qui savent avancer malgré tous les coups qu'ils reçoivent. Donc c'est vraiment ça la différence entre Calimero qui complète un peu le syndrome d'injustice. Il faut la blessure de l'injustice. Il faut vraiment réaliser qu'on est peut-être trop dur lorsqu'on a cette blessure de l'injustice. On a trop d'attentes envers les autres. On est très rigoureux, trop dur avec les gens. Parce qu'on est dur avec soi-même. On finit par être beaucoup trop dur avec ceux qui sont en face. On a des attentes démesurées et quand les gens n'arrivent pas à atteindre ces attentes, vous êtes trop dur avec ces personnes-là. Et là encore, ça met à mal vos enfants, ça met à mal votre épouse ou votre époux aussi, parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça. Parce que les gens ont l'impression, il y a un monsieur qui me disait la dernière fois, je pense que je ne suis pas à la hauteur de cette femme. Elle attend tellement quelqu'un qui est. Enfin, cette femme ne se rend pas compte qu'elle est tellement rigide, stricte. Il faut que tu sois comme ça, exigeante et tout. Mais l'autre ne respire pas, quoi. Mais c'est quoi, en fait, pour parler du couple, est-ce que en se mettant avec cet homme, elle n'a pas compris, en fait, elle n'avait pas déjà vu qu'il ne serait pas capable de faire si, ou alors ces chemins faisant qu'elle découvre qu'il est incapable de... Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que quand on est amoureux, on voit? Ça, c'est... L'amour aveugle. Ça, c'est une problématique. L'amour, là, parfois, un parent, un ami, il va vous dire, mais... Tu vois pas qu'il n'arrive pas, on est en train d'organiser le mariage, il a dit c'est jaune, et que quelqu'un essaye de discuter et puis il dit c'est jaune et point barre, ça se passe comme j'ai dit et tout, aucune flexibilité. Quand quelqu'un fait ça une fois, deux fois, dites-vous qu'il va continuer. Et quand il sera dans le cadre du mariage, il va s'exprimer pleinement. Mais sauf que quand on est amoureux, et qu'on veut se marier, encore que le mariage est une denrée rare aujourd'hui, voilà. On va dire, mais non, c'est pas grave, il va changer. C'est vous qui exagérez un tout petit peu. Oui, il est très, très rigide, mais je pense que je vais supporter. Il y en a qui supportent, qui se pèdent. Il faut savoir que la relation, c'est deux personnes. L'amour, c'est deux personnes qui sont dans des extrémités et chacun fait un pas vers l'autre, jusqu'à créer une troisième entité au milieu. Et quand c'est une seule personne qui va à chaque fois vers l'autre, elle perd sa personnalité au passage, elle se perd totalement au milieu de cette personne super rigide, super difficile. Elle ne sait plus se retrouver. C'est qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, c'est quoi sa vie. Elle est complètement perdue au milieu de tout ça. Et ce n'est pas l'idéal pour votre conjoint. Votre conjoint a besoin de s'épanouir, d'être une belle personne, de réussir, que vous n'étouffiez pas en fait la personne par vos exigences. En fait. Vous avez touché un bout de la question tout à l'heure, Dame Dimo, parlant de ces personnes ayant souffert de blessures, d'injustices, qui ont très souvent cette propension à être injustes envers elles-mêmes. Comment est-ce que cela s'explique?
Ah oui, parce que disons que les gens qui ont subi la blessure de l'injustice sont d'abord des personnes qui sont très portées vers la justice. Oui. Vous allez les voir à l'extérieur, si vous voyez 2 enfants, non, ça doit se passer comme ça. Ils sont tout le temps en train d'essayer de rétablir la justice. Oui. Parce qu'au fond, ils n'ont pas eu cette chance. Oui. Ils n'ont pas eu la chance que leurs parents voient quelles belles personnes ils étaient. Ils n'ont pas eu la chance qu'on tranche des choses en leur faveur lorsqu'ils étaient petits. Et finalement, ils essayent d'être des justiciers. De rétablir la justice partout. Ils sont très portés vers la justice. Ce sont des gens, vous allez toujours les voir, quand il y a une situation, ils essayent de trancher, d'être tout le temps justes. Mais envers eux-mêmes, ils sont très injustes parce qu'ils estiment, et ça vient de là, qu'ils ne sont jamais suffisamment à la hauteur. Ils vont être très, très durs avec eux. Ils vont être injustes également avec eux parce que pour eux, la limite n'est jamais atteinte. Puisqu'avec les parents, la limite n'avait jamais été atteinte. Ils vont être très, très durs avec eux et très injustes avec eux parce que l'idéal qu'ils ont là, je ne sais pas s'ils vont atteindre ça dans leur vie, en fait. Oui. Et donc, on développe souvent certaines attitudes sans toutefois comprendre d'où est-ce qu'elles peuvent provenir. J'imagine qu'il y a beaucoup d'enfants qui aujourd'hui, en fait, beaucoup d'adultes qui sont à l'écoute aujourd'hui et qui comprennent d'où peut provenir finalement certaines de leurs habitudes qu'ils ont développées au quotidien. Dame Dimo, qui doit faire quoi pour réparer les blessures liées à l'injustice? Parlons peut-être du milieu professionnel parce que et on a également qui sont victimes d'injustice dans le milieu professionnel. Ah oui. Le milieu professionnel, c'est tout un autre milieu. C'est chacun qui vient avec son bagage émotionnel. Oui. Et il y en a qui vont justement être des personnes qui ont subi beaucoup d'humiliation, qui vont arriver toutes humiliées là, sans réussir à dire un mot au milieu des autres. Oui. Vous allez avoir des gens qui ont subi la blessure de l'abandon, qui vont supporter tout et n'importe quoi de leur patron par peur d'être renvoyés. Oui. Vous allez avoir des gens justement qui ont été trahis dans leur vie, qui vont contrôler exactement tout ce que font leurs collaborateurs. Oui. Et puis vous allez avoir ces personnes qui ont subi cette blessure de l'injustice, qui vont être beaucoup trop dures, très très rigides avec leur personnel. Oui. Moi j'ai connu une dame comme ça à Yaoundé que j'ai suivie. Et cette dame, je suis allée dans sa société, j'ai parlé à ses employés. Chaque personne avec qui on parlait éclatait en sanglots. Oui. C'est-à-dire que les gens ils pleuraient, c'est-à-dire que les gens pleuraient émotivement, des larmes chaudes. Oui. Quand je vous dis des larmes chaudes, vous comprenez. Oui. Parce qu'il y a des petites larmes qui coulent, mais il y a des larmes chaudes, ça venait de leur profond, justement parce que cette dureté, cette rigidité, ce manque d'empathie, sont des gens qui n'ont presque pas d'émotion, qui n'arrivent pas à partager l'empathie de l'autre, tellement ils veulent que les choses se passent comme ça, sans tenir compte de l'humain. Ce qu'il faut développer, en étant par exemple un patron ou même un employé dans un lieu de service, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Oui. Il faut se former à l'intelligence émotionnelle. Aller essayer de comprendre comment on peut jouer sur l'émotion de la personne qui est en face, comment on peut comprendre, avoir de l'empathie pour ceux qui sont autour de nous, comment on peut réussir ça. On trouve cette formation sur Internet. Formez-vous sur l'intelligence émotionnelle pour diminuer le poids que vous mettez sur les autres. Ça, c'est vraiment uniquement pour le milieu du travail, comme vous avez dit. Oui. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien comprendre, Dame Dimo, c'était quoi en fait les problèmes auxquels la dame que vous avez suivie du côté de Yaoundé, dont vous avez suivi les employés, c'était en fait quoi le déclic, cet élément qui l'a poussé à se rapprocher de vous? C'était quoi l'ambiance dans son entreprise? Son entreprise, ça n'allait pas. Le personnel essayait et n'y arrivait pas. Oui. Les objectifs étaient trop élevés. Quand je suis arrivée, elle criait sur eux, elle les dénigrait parfois, même devant les gens qui entraient, j'observais. Oui. Il faut savoir que la personne qui est en face a des émotions. Être dans une société où vous criez sur quelqu'un, où vous traitez la personne avec des objectifs toujours plus élevés qui ne sont pratiquement pas atteignables, où vous ne tenez pas compte de l'être humain, c'est-à-dire que des temps de fatigue, etc. Oui. Tout ce cocktail-là, ça finit par créer quelque chose. Et c'est un stress que vous êtes en train de communiquer à vos employés qui travaillent sous pression,
qui sont sous un stress permanent, ça peut développer pas mal de maladies. Et ça, c'est toute une autre histoire. Il y a beaucoup de maladies que vous pouvez développer parce qu'au travail, la principale personne qui donne les maladies mentales, qui fait perdre la santé mentale en dehors de son enfance, c'est le milieu professionnel. C'est ton patron, ton N+1. Ben, il peut te pourrir la vie pour toujours. Il peut te rendre dépressif. Il peut te faire avoir un burn-out parce qu'il n'est pas dans l'empathie, dans la compréhension de l'être humain. Tous les employeurs qui nous écoutent, votre capital le plus précieux, ce sont vos employés. Si vous avez souffert d'une blessure ou d'une autre, ne vous dites pas que si vous êtes moins rigide, ils vont moins bien se comporter, hein. Non, pas du tout. Moi, j'ai des entreprises depuis un moment et je peux vous dire que il y a un amour et un attachement que le personnel réussit à avoir lorsque vous êtes dans l'empathie, lorsque vous réussissez à comprendre la personne qui est en face. Même si vous arrivez à faire, je ne sais pas, parce que ces dames avaient des arriérés, les gars n'arrivaient pas à supporter. Même si vous avez des arriérés de salaire, lorsque les gens connectaient une partie émotionnelle à leur patron, ils sont capables de rester des mois, des années avec vous, de porter la vision avec vous et de vous accompagner à la réalisation de cette vision. Mais lorsque vous êtes trop rigide, trop dur, trop ceci, en fait, ils sont là strictement pour le travail. Le jour où ils trouvent quelque chose, ils s'en vont. Hein. Donc, c'était le cas pour cette dame qui souffrait. En fait, c'était elle le problème. Elle souffrait de blessures émotionnelles et elle a dû bénéficier d'un suivi aussi particulier. Moi, j'étais dans le cadre professionnel avec elle, mais j'ai attiré son attention. Elle a dû fermer boutique entre-temps. Parce qu'il faut travailler sur soi. On a souvent l'impression qu'on contrôle. Et ça, c'est vraiment la blessure, le blessé de l'injustice a tellement envie de contrôler, mon Dieu, que vous ne vous rendez pas compte que parfois vous n'avez pas le contrôle. Et quand ça vous échappe, vous pouvez faire une grosse dépression, voire vous suicider, hein, parce que vous dites, tout ça m'a échappé et vous ne vivez que par le contrôle, que par ceci. Et quand il n'y a plus ça, vous pouvez tomber en dépression. Dame Dimo, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir aujourd'hui que c'est un aspect qui est très souvent négligé, cet aspect psychologique, alors que les patrons d'entreprise, tout comme les employés, en ont besoin pour être au meilleur de leur niveau, produire les meilleurs résultats. On met beaucoup plus l'accent sur certains éléments, peut-être le cadre, le confort. On peut même donner des salaires conséquents. Mais après, s'il n'y a pas cette façon de savoir manier à la fois la carotte et le bâton envers ses employés, on aura en fait une entreprise chaotique. Et oui, il y a une grande société que je ne vais pas citer et qui est en France, qui est une très très grande société, qui donnait de très bons salaires aux gens, mais qui avait le taux de suicide le plus élevé. Donc ce n'est pas tant juste de dire on donne des bons salaires, on donne ceci. Il y a une partie humaine. L'être humain, on est dans un monde capitaliste malheureusement. Le capitalisme ne tient pas compte de l'humain. Et quand vous ne tenez pas compte de l'humain, vous avez l'impression que ce sont des machines qui ont des objectifs à atteindre. L'humain finit par craquer, l'humain finit parce qu'il y avait beaucoup de burn-out. Il y a ce qu'on appelle les turnovers qui sont élevés. C'est-à-dire vous recrutez, les gens partent, etc. Parce que ça ne va plus dans la tête. Les gens font des burn-out, c'est-à-dire qu'ils sont au travail, ils arrivent et ils n'arrivent plus à être efficaces. Ils sont devant les dossiers, ils n'arrivent plus à travailler. Le dossier est posé, la personne n'arrive plus. C'est comme un blocage. Il se dit, je vais prendre des congés, je reviens, mais jusque-là, ça ne va pas. Pendant 6 mois comme ça, on commence à parler de burn-out et les gens sont complètement déconnectés. Ils n'arrivent plus parce que ils ont subi trop de pression, trop de stress, surtout de pression d'atteinte d'objectifs. Aucune empathie, aucune. C'est-à-dire que je viens d'accoucher. Oui, vous venez d'accoucher, mais c'est pas l'enfant que j'ai embauché. Vous venez au travail, mais je suis malade, je suis à l'hôpital. Oui, mais dépêchez-vous, traitez quand même ce dossier. Je vous ai envoyé l'ordinateur, dépêchez-vous parce que le client, il y a un côté humain il faut absolument tenir compte, sinon ces employés, vous les perdrez. Hein. Et pas seulement physiquement qu'ils partiront, mais vous allez détruire les gens émotionnellement. Dame Dimo, parlons du cadre familial. Comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre les problèmes d'injustice dans le cadre familial ? Je voudrais déjà dire à tous les parents qui nous écoutent, il faut faire très attention à la façon dont vous éduquez vos enfants. Les enfants sont des êtres humains. Les enfants ont tellement besoin d'amour et d'affection. Il y a un mauvais adage qui dit souvent que si tu montres de l'amour à ton enfant, il va devenir rebelle. Je n'y crois pas du tout. Moi, j'ai des enfants... Moi aussi, je n'y crois pas. J'ai des enfants qui sont entre 9 et 25 ans. Je ne sais, bientôt 26 ans.
et voilà, qui sont complètement dans la société assez équilibrés et autres. Je veux dire que moi, je leur ai donné de l'amour. J'ai manié avec beaucoup de force le bâton et la carotte. Oui. Quand votre enfant a besoin d'être pris dans les bras, il faut le prendre dans les bras. Fait, oui. Il faut, dans les familles, comprendre que les manifestations de l'amour ne sont pas interdites. Monsieur qui est très grand, quelle que soit la direction que vous avez, le plus grand, le plus ceci, votre enfant a besoin de vous. Ce n'est pas que de payer les factures, de ceci, et puis d'estimer que j'ai tout donné à l'enfant. L'enfant a besoin de tendresse. Oui. L'enfant se bâtit dans la tendresse de ses parents, se bâtit dans l'amour de ses parents. Il s'adosse dessus pour être premier de la classe. Oui. Il s'adosse dessus pour aller affronter le monde. Oui. Et les enfants qui sont aimés, vous allez voir, parfois ils parlent très fort, ils sont exubérants, ils sont contents, ils sont... Vous allez voir, beaucoup d'assurance. Ils ont de l'assurance, ils sont capables d'aller devant un chien, parler fort, parce qu'ils savent que derrière, il y a quoi? Papa m'aime, il y a un moment qui m'aime. Bien sûr. Mais celui qui n'a pas ça, il est souvent... il n'est pas complètement équilibré, il n'arrive pas à prendre... Non. À la maison, donnez quand même de l'amour à vos enfants. Ne soyez pas avec des objectifs inatteignables. Et sachez surtout reconnaître chaque pas que l'enfant fait. Oui, tu as eu 7 de moyenne, machin, tout. Si l'enfant va de 7 à 8, félicitez ce bon-là. Oui, tu as réussi à faire cet effort-là. Cet enfant va de 8 à 10. Célébrez, congratulez-le, achetez-lui quelque chose, c'est bien mon fils, je suis fière de toi. Je sais que ce n'est pas le 12 que j'attends, mais je suis fière de l'effort que tu as fait. Ça veut dire que tu as réussi à te dépasser et tout. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait à l'enfant. L'enfant, vous n'avez plus à parler, l'enfant va se dépasser. Tout à fait. Mais si vous dites, tu es un bon à rien, tu ne vous réussiras jamais rien, tu es là dans ton 7, je t'ai dit que je veux que tu aies 14, d'ailleurs tous tes frères sont comme ça et tout. Vous êtes en train de tuer votre enfant. Parce qu'il n'aura pas la... Il s'accroche sur quoi pour atteindre vos objectifs? Ou alors il va se déconnecter émotionnellement et commencer à être dur, même avec ses frères, même avec ceci, il est froid. Oui, bien sûr. Il devient un robot. Et il va dire même que vous avez des préférences pour ses frères et puis vous le détestez même. Oui, et vous en voudra. C'est-à-dire que, bien sûr, il va dire, je remercie mon père parce que sa rigueur a permis que je sois quelqu'un. C'est vrai, vous êtes quelqu'un, mais qu'est-ce que vous véhiculez comme quelqu'un de brisé de l'intérieur. Brisé de l'intérieur, mais qui réussit à l'extérieur. Oui. Ce sont vraiment des gens qui sont souvent des nounours à l'intérieur, mais qui sont sous une... Ils ont une barrière, ils ont des trucs autour d'eux que personne et tout. Il faut vraiment être sa femme pour aller toucher son intérieur. Pour sortir rapidement, Dame Dimo, on sait également que dans les familles aujourd'hui, certains se plaignent à ce qu'on appelle aujourd'hui cette préférence à accorder plus de respect peut-être à un petit frère qui a mieux réussi qu'un aîné. Est-ce qu'on peut parler d'injustice dans ce cas-là? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de familles se détruisent du fait qu'on accorde beaucoup de respect à ceux qui... financièrement ont une certaine stabilité. Ceux qui sont encore modestes, leur voix ne compte plus. Et à ce moment-là, il y a que ceux qui sont un tout petit peu lésés parlent la plupart du temps d'être dans une situation d'injustice. Est-ce que cela pourrait s'apparenter à cela? Oui, il y a des situations d'injustice, mais il y a la blessure de l'injustice qui est un peu différente de la situation d'injustice. Oui. La blessure de l'injustice, vraiment, pour sa part, elle va de loin. Elle va de loin et c'est les préférences, par exemple, du type on a préféré mon grand frère à moi pendant l'enfance, on a grandi. Et ça crée quelque chose qui est réactivé justement. S'il y a ce type de configuration dans la maison, c'est réactivé. Mais si on a vécu sa vie normalement et puis lorsqu'on est grand, on a cette situation d'injustice qui se passe à la maison, un grand frère qui n'est pas considéré à sa juste valeur. Oui, ça, c'est de l'injustice tout simplement. Peut-être pas une blessure de l'injustice, ça va pas vous créer, mais vous vous sentez vraiment traité injustement et voilà quoi. Et je voudrais dire, je le dis, l'aîné reste l'aîné dans la famille. Il faut éviter de se retrouver dans cette configuration-là, respecter chaque personne, d'autant plus que vous ne savez pas de quoi demain est fait. La personne la plus peut se retrouver au sol. Et la personne que vous avez méprisée peut se retrouver en haut. Tant que le monde s'y n'a pas évolué, chers parents, chers membres de famille, évitez de mépriser ceux qui n'ont pas encore, parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Et on aurait pu sortir par là. C'est vrai que le temps a vraiment couru. Dans le couple aussi, il y a des situations d'injustice. Rapidement, dans le couple, comment est-ce que cela se manifeste et comment est-ce qu'on remédie à cela?
un conjoint qui est rigide, enfin qui a une blessure d'injustice, va être très rigide, il va être très borné, il va pas donner l'opportunité à l'autre de s'exprimer comme il faut, il va pas donner la possibilité aux désirs, aux souhaits de l'autre de prospérer. Ce seront uniquement ses souhaits, ses désirs. Il va être très, j'ai un patient comme ça qui est très, 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 c'est ce que j'ai dit et c'est comme ça et c'est tout. Oui. Et ça va complètement frustrer, faire perdre l'âme intérieure de la personne qui est à côté de vous. Oui. Donc je voudrais encourager tous ceux, c'est la rigidité par la puissance. Si c'est l'homme, alors c'est encore pire. Oui. Parce qu'il va utiliser son pouvoir et sa puissance pour assujettir son épouse. Dans le couple, il ne s'agit pas d'une relation de belligérants. Oui. On n'est pas des personnes des opponents, how do you say it in French, des opposants, oui. Mais vous êtes des partenaires. Il n'est pas besoin d'essayer de rabaisser, de ramener l'autre à sa... Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut réussir à laisser l'autre s'épanouir et se dire que peut-être que j'en fais trop. Et se poser les bonnes questions. Je voudrais peut-être aller plus loin en disant maintenant de façon plus globale, de façon plus globale, lorsque vous avez subi la blessure de l'injustice, posez-vous toujours la question, est-ce que je suis obligé d'être aussi parfait? Vous savez, vous allez réussir le jour où vous allez lâcher du lest. Quand vous allez arrêter d'être cette personne très... parfois, il faut juste lâcher du lest. Si il y a une assiette qui n'a pas été lavée ce soir-là, quelquefois, il faut laisser. Oui. Observer. J'aime la propreté. Moi, j'aime quand ça se passe tout. Mais parfois, il ne faut pas être dans l'exagération au point d'oublier l'humain au profil de l'excellence. L'être humain existe et il faut travailler en soi. Parfois, il faut demander à vos membres de famille de vous filmer quand ça se passe, de vous filmer quand vous réagissez. Dans l'action, oui. Et on vous remontre ces photos. Ça, c'est l'une des thérapies qui marche le plus parce que quand on remontre la vidéo à la personne, elle dit, c'est pas moi ça. On dit, oui, c'est vous. Parce que vous êtes tellement dur, etc., que, voilà. Voilà, merci Dame Dimone Barbara Ekoto. Vous étiez notre invitée encore ce jour. Vous êtes entrepreneur, coach familial, spécialiste de la santé mentale. Vous communiquez votre numéro de téléphone rapidement. Je suis au 690 322 482, 690 322 482. Et pour dire, je sais qu'on est à la fin, pour ceux qui sont des chrétiens, vous pouvez également lâcher du lest auprès de celui que ce soit musulman, que ce soit lâcher du lest auprès de lui et apprenez à être dans je lève les mains et puis je laisse faire les choses. Oui. Vous allez voir comment les gens apprenez à déléguer, apprenez à faire confiance aux autres. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Dame Dimo. Ça a encore été un plaisir de vous avoir dans le cadre de cette émission et le thème que nous avons développé dans cette édition, les blessures émotionnelles. Nous avons fait un focus sur l'injustice. Nous parlerons très prochainement d'une autre blessure émotionnelle. William Tcholaka a assuré la mise en onde de ce programme, Sidonie Fikak. Je suis derrière ce micro de présentation. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés. À très bientôt sur les ondes d'ABK Radio 89.9 FM pour une autre édition de Fina Family. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Fikak. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher.